C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors l'heure de la grande explication est venue. Le président Emmanuel Macron est prêt pour faire ses annonces après un faux départ lundi dernier. L'incendie de Notre-Dame avait contraint le chef de l'État à repousser ses annonces, voire à les amender peut-être après qu'elles aient été éventées dans la presse, créant la déception. L'exercice choisi est donc la conférence de presse. C'est une première dans son quinquennat. Emmanuel Macron, en étirant à son maximum le grand débat, a créé une attente importante et la pression sur lui l'est tout autant. On en parle avec nos invités. Bonsoir Christine Clair. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique et vous venez de publier Adieu la France, pourquoi le De Gaulle est parti, aux éditions aux éditions de l'Observatoire. Voilà, je l'avais oublié. Bonsoir à vous, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Merci d'être avec nous. Et Pierre Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à vous d'être avec nous donc, sur ce plateau. Les journalistes attendent donc ce moment depuis longtemps. Est-ce le cas des Français, Frédéric? Sont-ils suspendus à la parole présidentielle? En tout cas, vous l'avez très bien dit, il y a une attente extrêmement forte qui est montée dans le pays parce qu'il y a eu une crise politique et sociale avec les Gilets jaunes à l'origine de ce point presse et auparavant du grand débat, parce qu'il y a des attentes très fortes en matière économique et sociale, notamment sur le pouvoir d'achat. Maintenant, j'ai envie de mettre à distance le caractère si impactant de cette conférence de presse. Avec le JDD et l'IFOP, on suit la popularité présidentielle sous la Ve République. Très peu d'interventions télévisées ou a fortiori de conférences de presse ont contribué à inverser, modifier une situation de popularité. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, ou d'impopularité. C'est vrai qu'il y a eu des moments où des points presse ou des interventions ont acté symboliquement auprès d'observateurs un tournant. 83, 95, 2008 avec Nicolas Sarkozy qui ferme la parenthèse rapidement ouverte du travailler plus pour gagner plus. Mais c'est vrai que ce qui frappe, c'est l'attente, l'étirement en longueur qui a créé beaucoup de frustration chez les Français. Le sentiment qu'il y a de la tromperie, que le président veut gagner du temps, veut enjamber ou veut exploiter cette conférence dans la perspective du scrutin européen. Ça, c'est relativement inédit. Maintenant, on va regarder. Alors, cette étape de cette conférence de presse est capitale dans le sens où elle va donner le ton, elle va donner la vision du reste du quinquennat, Jean-Marie? Sûrement, mais la difficulté pour Emmanuel Macron, ça renvoie à ce que venait de dire Frédéric, c'est quelle est sa marge de manœuvre réelle? Est-ce que les fondamentaux de sa relation avec les Français sont définitivement détruits? Est-ce qu'il sera dans l'impossibilité de les reconstruire, même patiemment? Ou est-ce qu'il a encore une marge de jeu qui lui permette de reprendre le contact, ou plutôt, oui, de retrouver un contact qu'il a lourdement perdu? C'est ça tout l'enjeu pour lui. Après, oui, tout le monde va dire où est le sens, où est le cap, ainsi de suite. Et puis on va analyser le positionnement politique aussi d'Emmanuel Macron pour voir s'il est conforme à son cap actuel, plutôt centre-droit, ou bien s'il le modifie, s'il l'infléchit, tout ça retentissant sur le premier juge de paix qu'il va rencontrer, qui sont les élections européennes, qui sont la première fois où les Français vont pouvoir porter un jugement, même si c'est une élection européenne. Les gens vont le lire comme un scrutin national. Est-ce que ce sera la première fois où les gens pourront exprimer par le bulletin de vote un jugement sur l'action, et donc y compris sur ce qui va être dit tout à l'heure. Mais c'est aussi, ça peut être considéré, Christine Clair, comme un tournant, puisqu'il y a cette crise des Gilets jaunes quand même depuis au moins 6 mois, et des réponses qui sont attendues. Et dans le fond, une droite qui est quand même très présente au gouvernement, un Premier ministre de droite et 2 Premiers ministres qui préemptent l'économie. Est-ce qu'il va devoir changer à un moment de cap social, en tout cas, ou économique? Un changement important. Je ne sais pas, je crois que l'essentiel, c'est d'abord qu'ils nous redisent d'où on vient et où l'on va. Parce que toute cette période, Gilets jaunes, grand débat, a été une période, j'allais dire, de dispersion. On ne sait plus très bien où on en est. Il a accordé de l'argent aux uns parce qu'ils manifestaient le plus bruyamment. C'était contraire à ce qu'il avait annoncé. Maintenant, sur quoi va-t-il se rattraper? On a besoin d'avoir de nouveau une logique.
une explication. On espère qu'elle ne sera pas trop longue, entre parenthèses, qu'elle sera claire. Mais je crois que c'est ça l'essentiel, parce que on sait qu'il peut être brillant, on sait qu'il peut répondre aux questions, il peut même répondre aux questions pendant 4 heures ou 5 heures, mais finalement, ça ne nous a pas fait tellement avancer. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à la mondialisation, à la concurrence, et tout en améliorant le sort de ce qu'on appelle la France périphérique, les hôpitaux, les bureaux de poste, les services, et les petits salaires, et le sort des femmes seules avec enfants. Il faut qu'il y ait une explication générale. Du concret. De ça, du concret, et en même temps un sens. Pierre, ce sera pas seulement une réponse aux Gilets jaunes, ce sera une réponse à tous les Français. Oui, je pense que d'ailleurs c'est le sens de sa démarche et il va l'inscrire dans cela. Il ne va pas dire qu'il fait une réponse aux Gilets jaunes ce soir. Il va faire une réponse à l'ensemble des Français, et notamment ceux qui se sont mobilisés. Enfin, la crise dans le cadre du grand débat. Bien sûr, et ça j'espère qu'il le rappellera. Je suppose qu'il évitera de citer le nom même des Gilets jaunes, mais c'est vrai que le grand débat est né quand même de cette mobilisation des Gilets jaunes. Quand même, sur la forme, on a eu quand même un certain nombre de ministres, des membres de la majorité, et notamment Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui, avant le tragique incendie de Notre-Dame de Paris, nous expliquait que les annonces d'Emmanuel Macron allaient totalement transformer les choses. Rien ne serait plus jamais comme avant. Donc, ça veut dire qu'il mise quand même très haut sur le changement de cap, mais effectivement, la question, c'est la question réelle, c'est la question du cap. Effectivement, on ne pourra pas, les Français ne pourront pas se contenter d'un certain nombre de mesurettes ou de petites mesures qui n'auraient pas une cohérence d'ensemble. Donc, effectivement, on a besoin qu'Emmanuel Macron nous montre qu'il y a possiblement une vision à long terme de ce que doit être la direction d'un pays comme la France. Et c'est ça qui manque à Emmanuel Macron. C'était le discours fondateur de départ, de dire il y a un avant, un après. Il y a le vieux monde, il y a le nouveau monde. C'est pour ça que je pense que... C'est une espèce de ressucé, si je peux me permettre, de quelque chose qu'on a déjà entendu. Donc ça, sans doute, Jean-Marie, vous avez raison. Oui, mais la politique, c'est aussi de redire les choses. Oui, mais il va y avoir un besoin de clarification sur cette fameuse théorie d'Emmanuel Macron du et de droite et de gauche. Et je pense que là, Édouard Philippe a joué sans doute un rôle très important qu'on n'entend plus du tout d'ailleurs. On l'entend plus depuis quelques semaines. En revanche, il a dit à un moment donné très clairement aux Français, et notamment à l'Assemblée nationale, qu'il allait falloir à un moment donné choisir, faire des choix. Et pour lui, faire des choix, on sait d'où il vient, ça veut dire conduire et assumer une politique de droite. Donc il va falloir arrêter le et de gauche et de droite, pardon, même si on n'a toujours pas vu où était la jambe de gauche. Et là, clairement, visiblement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils vont réaffirmer une politique libérale de droite, de restriction des budgets, de réduction des effectifs. Et c'est ça qui va être annoncé ce soir. Et surtout, de demander aux Français de faire des efforts pour pouvoir compenser. Alors on va en parler sans travailler plus. Frédéric, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je partage ce que vient de dire Pierre. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a... je crois que Christine en a parlé également. Il y a quelque chose qui s'est érodé sur la vision qu'avaient les Français de la politique d'Emmanuel Macron. C'est l'idée qu'il y avait un cap et un avenir pour le pays. Pendant cette période du grand débat, l'indicateur qu'on suit chaque mois dans le baromètre IFO-Fiducial pour Match a reculé d'une dizaine de points. Parallèlement, il y a une grille de lecture qui s'est installée. J'ai parlé de la grille de lecture en termes de tromperie sur ce grand débat, mais une grille de lecture en termes d'inaction. Le sentiment que le quinquennat s'était arrêté avec ce grand débat, cette période de latence, puisque le grand débat s'est arrêté le 15 mars, on est le 25 avril, le sentiment qu'il ne se passait plus rien. Alors d'un côté, le président doit être entre deux écueils. D'un côté, c'est annoncer des mesures fortes pour cet effet waouh, par rapport auquel personne ne croit, mais qui serait une sorte de 10 décembre bis, parce que le 10 décembre, il y a eu des mesures, qu'on les apprécie ou pas, qui étaient relativement fortes. Mais il y a aussi le cap et rassurer son socle électoral, qui est toujours sur une logique de transformation du pays, même si la majorité des Français ont le sentiment que le pays se transforme plutôt pour les premiers de cordée, et la lecture de l'action en termes d'injustice reste majeure. Mais la parenthèse du grand débat, cela dit, était quand même bienvenue, parce que elle a rempli sa fonction, c'est-à-dire de faire baisser la pression. Oui, mais il a trop tiré sur le temps. De faire baisser la pression et d'arriver au fond à commencer à marginaliser les Gilets jaunes, dont on s'aperçoit quand même qu'ils représentent... Avec le danger de relancer la mobilisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une attente à travers ce l'effet pervers, après, l'effet pervers, c'est de dire tout s'arrête, etc. Mais néanmoins, ça a rempli son utilité de son point de vue. Donc je pense que ça, c'est acquis pour lui. Après, la difficulté, c'est que ce qui est sorti de ce grand débat, ce sont des préoccupations individuelles, ce sont des préoccupations concrètes, ce sont des préoccupations de voisinage immédiate, terre à terre. Christine le disait tout à l'heure, notamment tel service public ici, telle maternité là, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec ce qui est l'essence de la fonction présidentielle. On le rappelle à chaque fois, même si c'est un peu vide de sens, de dire il faut un sens, il faut un cap, il faut, etc., une direction donnée.
en tout cas, il faut un projet de société. Et le drame, c'est que le projet de société dont Emmanuel Macron était porteur, et à mon avis dont il est toujours porteur, est un projet de société très fortement inspiré de ce qui existe dans les pays dits anglo-saxons, disons États-Unis, Grande-Bretagne, et que ça n'est pas dans l'ADN du pays. Donc son problème à lui, c'est de corriger la vision qu'il a pour se rapprocher de l'ADN du pays et commencer à être mieux en phase avec les Français. Parce que si on attend qu'il sorte de la fin du chapeau... pays est adapté à la concurrence mondiale. Il faut trouver en même temps, de nouveau. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, nous commentions les vraies fausses annonces qui avaient fuité dans la presse. Et dans le fond, on était condamnés à commenter quelque chose qui n'avait pas été ni décidé, ni dit. Quoi. Donc, mais quand même, par rapport à ce qui a fuité, ça a été jugé décevant par tous les commentateurs. Alors, est-ce que vous pensez quand même qu'Emmanuel Macron a été perméable aux critiques et qu'il en a profité pour muscler ses annonces pour trouver l'effet nouveauté? Parce qu'il faut qu'il trouve un effet nouveauté. S'il nous ressort les mêmes fausses, vraies annonces de la semaine dernière, ça va faire pchit. C'est là qu'on va en juger, parce que c'est vrai qu'apparemment, il est peu perméable, comme vous dites. Ce qui s'est dégagé de toute cette séquence, c'est quand même que il a le sentiment d'être supérieur. D'ailleurs, il l'a démontré dans ses débats pendant des heures. Et bon, il nomme des gens qui vont être parfaitement dociles. On l'a vu avec le choix de Nathalie Loiseau à la tête de la liste européenne, qui n'est ni une bonne politique, ni quelqu'un qui sait parler au peuple. Mais finalement, il s'en fiche puisque elle est suffisamment docile. Donc, on a l'impression que c'est ce qui lui importe avant tout. Alors, on va voir s'il a fait des gens moins brillants que lui. Mais du moment qu'il lui obéisse. Voilà. On n'est pas dans une caserne, là. Je serai un petit peu moins sévère. On va voir s'il a fait une reconversion intérieure. Oui. Le vote aux élections européennes, c'est un vote de marque partisane. C'est vrai que l'incarnation devrait compter, puisque c'est la première fois depuis 20 ans qu'il n'y a plus qu'une circonscription qu'est la France. Quand on se souvient du casting d'il y a 40 ans pour les élections européennes, Jacques Chirac, François Mitterrand, Georges Marchais, Simone Veil, là on est sur des candidats, des têtes de liste très peu connus des Français, à l'exception de Benoît Hamon et de, même son nom m'échappe, Nicolas Dupont-Aignan. Maintenant, c'est vrai que Nathalie Loiseau, la tête de liste d'En Marche pour un parti présidentiel, l'incarnation est faible. On est clairement sur un vote pour Emmanuel Macron et un vote de soutien à l'action présidentielle, comme c'était le cas positivement en 2009 où les Français votant pour la liste UMP votaient pour Nicolas Sarkozy, et à contrario en 2014 où beaucoup de Français, à travers le vote UMP ou le vote FN, avaient sanctionné François Hollande. Est-ce que vous voulez dire? Mais ça compte quand même l'incarnation. On va apporter un tout petit plus. Il me semble que quelqu'un comme Fabienne Keller aurait pu apporter un petit plus. Il y a des gens qui auraient été un peu plus charismatiques. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Frédéric, d'autant plus qu'ils ont quand même eu l'agilité, ou en tout cas l'habilité d'aller récupérer quelqu'un comme M. Canfin, par exemple, qui vient des écologistes et qui est quand même quelqu'un de structuré et qui porte haut le discour sur la question écolo. Il aurait mérité d'être numéro 1 peut-être. Sans doute, en tout cas, devrait-il être davantage mis en avant. Bon, je ne suis pas stratège de la République En Marche, donc c'est bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est significatif d'avoir choisi une femme comme Nathalie Loiseau, qui n'a pas un profil politique, sans expérience politique, qui a une vraie expérience de technocrate, peut-être qu'on peut le dire comme ça, qui fera sans doute une grande carrière à l'échelle de l'Union européenne. Alors parce qu'il veut supprimer l'ENA, et elle était directrice de l'ENA. Tout ça est assez paradoxal, même si effectivement cette proposition qui pourrait paraître comme étant une proposition choc, je la trouve personnellement, même si je suis très critique évidemment à l'égard de cette élite, on a besoin de cette élite-là parce qu'elle est utile dans l'administration. En revanche, le problème de l'ENA et de l'énarchie et des énarques d'une manière générale, c'est qu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ne sont plus à leur place. Ils sont dans les cabinets ministériels, ils sont ministres, et donc ils ne sont plus là où ils devraient être compétents pour aiguiller l'action publique, aider à l'action publique. C'est là où il y a un véritable problème aujourd'hui, c'est l'absence de distinction. Donc la proposition qui sera peut-être prononcée ce soir de supprimer l'ENA me paraît totalement démagogique, ce qui me fait dire d'ailleurs que les démagogues et les populistes ne sont pas forcément là où on croit. Il y a un populisme chic. Avant d'entrer dans le vif des sujets, des propositions des annonces déjà qui avaient fuité, parlons de la forme de cette conférence de presse, donc, qui est un exercice auquel
eh bien, il ne s'est jamais livré. Entre lui et les journalistes, c'est plutôt la défiance qui domine. La conférence de presse dans la 5e, allez, est un invariant de la 5e République. Et pour autant, ça n'a pas toujours réussi à certains de ses prédécesseurs. Je pense à Nicolas Sarkozy, dont il est resté que Carla, c'est du sérieux. Oui. Et François Hollande, qui, entre la poire et le fromage, avait annoncé qu'il était social-libéral. Voilà. Est-ce que vous avez... Néanmoins, on ne peut pas s'en passer. De toute façon... Oui, mais il rechignait à l'exercice, Emmanuel Macron, dans son côté très vertical. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais d'un côté, il a pris, quand il a vu que ça marchait bien, les grands débats, après tout, ça va être un grand débat avec des journalistes. Oui, c'est ça. Peut-être, ou du moins le pense-t-il. On va voir si... C'est la même problématique que pour la tête de liste aux élections européennes. Oui. D'entrée de jeu, il considère que tout ce qui était avant lui a échoué. Donc, haro sur les politiques. Donc, il ne prend pas de politique. Il choisit une tête de liste apolitique, précisément. Donc, mais avec l'effet en retour qui va être mauvais, parce que, manifestement, elle n'accroche pas et elle n'incarne pas. Bon. De la même façon, il fallait mettre à l'écart les corps intermédiaires. Donc, il s'est rattrapé aux branches pendant le grand débat en faisant appel aux maires, mais il l'a fait contraint et forcé. De la même façon, il avait écarté les syndicats. Mais là, on va voir que une proposition de la CFDT revient en force, c'est-à-dire une sorte de grande conférence sociale. Mais c'est 2 ans trop tard. Donc, dans son système où tout le monde a échoué, tout le monde doit être récusé, il arrive, lui, avec une génération nouvelle pour refonder tout cela, sauf qu'il est allé dans le mur et qu'il est obligé maintenant de concéder aux uns et aux autres. Et notamment, il est obligé de concéder aussi à la corporation des journalistes, puisqu'il voulait la mettre à distance, la tenir à bonne distance, et qu'il est obligé d'en passer par là, parce que les médias sont un corps intermédiaire aussi essentiel au fonctionnement de la démocratie que les autres corps intermédiaires. Donc, c'est dans cette contradiction-là qu'il est... Maintenant, il lui faut assumer. Il assumera certainement avec brio, et comme il est très à l'aise dans ce genre d'exercice, on verra bien, mais c'est ça sa contradiction. Je pense que la contradiction avec les journalistes, Jean-Marie, il l'avait déjà levé l'année dernière à l'occasion des 1 an de son mandat, où il ne s'est pas adressé directement aux Français, mais il a choisi l'intermédiation, qui de Jean-Pierre Pernaut, qui du duo improbable, dans le cadre d'un duel, effectivement, Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel. Donc dans ce cadre-là, je pense qu'il a été plutôt pragmatique. Après le drame du lundi 15, il ne pouvait pas, après Notre-Dame, reproduire le même exercice sur la forme. Il est resté sur un mixte avec la conférence de presse, qui est aussi un moment où il s'adresse aux Français par l'intermédiation des journalistes. Il y a des conférences de presse qui ont plutôt marqué positivement. On se souvient du général de Gaulle, on se souvient de Georges Pompidou, des premières conférences de presse de François Mitterrand. François Hollande est le président qui avait promis d'en faire 2 par an. Il avait tenu cette parole. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'est un mauvais souvenir, sachant que les Français ont peut-être moins retenu la fameuse phrase « entre Carla et moi, c'est du sérieux » que le moment où, officiellement, en janvier 2008, il ferme la promesse du travailler plus pour gagner plus avec sa phrase « Comment puis-je vider des caisses déjà vides ?» Et c'est à ce moment-là qu'il décroche dans les enquêtes d'opinion. Et puis pour le coup, la conférence de presse de François Hollande du début de l'année 2014 est essentielle. Là, c'est un tournant, un vrai tournant. Oui. C'est l'entrée dans la politique de l'offre. Oui. C'est le CICE dont bénéficie aujourd'hui Emmanuel Macron dans les résultats que l'on voit sur le plan économique. Mais donc, cette conférence de ce soir aussi peut aussi être un tournant. On ne sait pas comment on va la dessiner. Oui, Pierre, il a montré qu'il était meilleur, dans le fond, dans l'interactif, que dans le solennel. Souvent, dans le solennel, il part sur des hauteurs un peu incommensurables. Et l'interactif, on a vu que lors du grand débat, il savait tenir 5 heures face à... Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir, mon Dieu. Mais il est bon dans cet exercice. Donc, dans le fond, pourquoi il s'en est privé pendant 2 ans ? C'est vrai qu'il est plutôt très bon dans l'exercice de la confrontation ou de la spontanéité. Je n'ose croire que ce soir, ce sera un événement très spontané. Et forcément, les mots seront pesés, les paroles seront mesurées. Et tout ça a été très
très préparé en amont. Il ne faudrait pas quand même que cet sauf exercice... qu'il ne s'attend pas aux questions quand même. Non. Dans la forme, il est bon quand ça ressemble à un grand oral de l'ENA. Oui, exactement, ça c'est sûr. Mais il ne faudrait pas justement que cet exercice de ce soir ressemble à un seul et unique exercice de communication, comme il sait le faire aussi beaucoup. C'est-à-dire que derrière des grandes paroles ou derrière des réponses qu'il saura faire à des journalistes, qu'il y ait pas, que ce ne soit pas mélangé, qu'il y ait un message, qu'il y ait véritablement un message. Mais quand même, moi, je m'interroge quand même toujours sur les annonces de ce soir. Quelle légitimité ces annonces peuvent-elles avoir ? Certes, c'est le président de la République, certes, il a été élu au suffrage universel direct, mais quand même, ça pose une question. Ils assument le fait qu'on va passer à un acte 2. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est sans précédent. Donc, je ne peux pas imaginer que le président de la République, indépendamment des mesures politiques qu'il va annoncer et qui vont sans doute être explosives sur un plan social, si en plus il confirme la question du travail et du travail et plus, mais quand même sur la forme, sur l'après-débat, je ne peux pas imaginer qu'il n'imagine pas dire justement quelque chose sur la participation des Français. C'est les Français qui doivent trancher. Les Français ont été invités à débattre, c'est à eux de trancher. Donc je ne peux pas imaginer qu'ils n'annoncent pas ce soir un référendum sur des questions précises, ou peut-être de nouvelles élections, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que un référendum. C'est dangereux, mais aujourd'hui... On est en plus à l'anniversaire du départ du général de Gaulle aujourd'hui. Il s'est lui tout seul mis en danger en ne répondant qu'aux Français et en mettant de côté les corps intermédiaires et les élus locaux. Pardon, mais ça c'est un travers bien français qui consiste à chaque fois à contester la légitimité de celui qui vient d'être élu, surtout quand ce nouvel élu ne correspond pas à ses propres souhaits ou est d'un camp opposé. La légitimité, je suis désolé, la légitimité dans une démocratie dite représentative, dans laquelle nous sommes toujours pour le moment, la légitimité, elle est concédée pour la durée d'un mandat. À l'intérieur de ce mandat, il agit en fonction des circonstances aussi. On ne peut pas lui demander de rester figé. Après, il y a le juge de paix qui sont les élections. Il y aura les élections européennes qui sont un premier indicateur. Il y aura des élections municipales. Et puis, in fine, il y aura un verdict présidentiel à la fin du mandat. C'est ça la règle du jeu. Ça n'est pas de constamment remettre en mouvement au prétexte que les uns ou les autres veulent maintenant un référendum qui, en fait, un référendum destiné à le faire partir, le référendum confiscatoire ou révocatoire, plus exactement. Oui, mais on sort à ce moment-là de la démocratie représentative. On entre dans autre chose. On entre peut-être dans les démocraties. C'est comme ça que fonctionnent les démocraties dites illibérales. Par référendum et par suffrage universel. C'est tout. Et ensuite, on exerce les choses de façon autoritaire. Il s'est passé quand même des choses très graves. Oui, bien sûr, il s'est passé des choses. Interrompu son quinquennat. D'abord, ça va faire bientôt 2 ans qu'il a été élu. Et il faut tout de même vérifier en cours de route qu'on le suit toujours, qu'il a toujours une majorité. Bon, il l'a probablement, mais... Ça, il l'a, sa majorité. Référendum ou dissolution. Bon, Chirac avait choisi la dissolution, ça lui a pas réussi encore que, après tout, une cohabitation, ça remet le président en selle. Enfin, on n'en est pas encore là. J'aime beaucoup la politique fiction, ça serait amusant. Mais pourquoi pas un référendum, effectivement. Je ne sais pas si une conférence de presse suffit à marquer une étape après des événements aussi c'est la question à 1000 points. Qui remettent en cause son programme de départ. Parce que si les gens ont voté pour lui, c'est quand même aussi parce qu'ils pensaient que ça allait être efficace. Si tel était le cas, eh bien, les listes gilets jaunes, aujourd'hui, seraient créditées d'un nombre incalculable de voix. Alors, elles sont marginales, comme sont marginaux les manifestants aujourd'hui. Donc, au nom de cette petite minorité, on décréterait que le président n'est plus légitime. C'est lui-même qui a décrété qu'il y avait une interruption de la vie politique. Je suis d'accord avec vous, ça paraît être une minorité. C'est un peuple qui dit nous sommes le peuple et qui ne sont qu'un peuple parmi des dizaines. Mais on dit quand même qu'il y a plus de 50% des Français qui les soutiennent. Non, soutenir, non. On est sur un Français sur deux, un peu moins, qui a du soutien ou de la sympathie. Le soutien pur est passé de plus de 50% à une vingtaine de pourcents. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on a un bloc d'opinion favorable. Alors, on n'a pas reposé notre question depuis une quinzaine de jours parce que les revendications des Gilets jaunes, les Français sont restés sur les revendications, si je peux dire, canal historique, les premières, la crainte du déclassement, la crispation sur le pouvoir d'achat, le ras-le-bol fiscal. Et dans ce cadre-là, Emmanuel Macron est surtout attendu sur ces sujets-là, plus que sur des sujets institutionnels, référendaires. Maintenant, il n'a aucun intérêt à annoncer un référendum dans un contexte où même impopulaire, il reste le maître de jeu, puisque aujourd'hui, ici et maintenant, comme disait qui vous savez, il n'y a pas d'alternative ou de réceptacle crédible au mécontentement à son égard. Il y a une question donc importante, c'est qu'on dit qu'Emmanuel Macron a beaucoup consulté ces derniers jours. Il serait question donc du temps de travail, travailler plus. Alors, soit on supprime un jour férié,
pour financer la dépendance, soit on allonge l'âge légal de la retraite, mais ça, donc Jean-Paul Delevoye, donc le haut-commissaire à la réforme des retraites, est totalement contre, et puis c'était pas dans les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Soit on touche aux 35 heures, mais ça n'a pas l'air du tout d'en prendre le chemin. Donc la crise avait démarré quand même sur le pouvoir d'achat. Est-ce que demander aux Français de travailler plus ne va pas avoir un effet éruptif? Est-ce que c'est pas une bombe sociale? En tout cas, ça ne dénote pas un sens politique très aigu que de sortir cela en plein milieu de ce qui devrait être la première pierre d'une reconquête d'une part et à quelques encablures d'une élection européenne, d'autant que c'est un sujet pour demain. Ce n'est pas un sujet à traiter immédiatement, le financement de la dépendance, même s'il y a déjà des problèmes. Il faut quand même voir que c'est un sujet pour dans 4 ou 5 ans. De la même façon, sur les retraites, il a pris un engagement, il a donné un mandat, et puis tout d'un coup, un certain... Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a à Matignon, je pense, un bloc qui est vraiment cohérent sur le plan de la politique qui doit être conduite, et c'est probablement cette bataille-là à laquelle nous assistons, parce qu'eux veulent avancer dans une certaine direction, qui est une direction, entre guillemets, libérale classique. Vous allez réagir, mais on va écouter Emmanuel Morel, donc, qui est 6e sur la liste de la France Insoumise, ex-socialiste, qui était notre invité avec Frédéric Rivière dans Mardi Politique, mardi. Je vous propose de l'écouter. On nous dit qu'il va parler du temps de travail. Mais en aucun cas, depuis 23 semaines, on a parlé de la question du temps de travail. Ça n'est jamais venu dans le débat. Et d'ailleurs, personne, même les économistes les plus orthodoxes, expliquent que le problème de la France, c'est le temps de travail. Au contraire, c'est le chômage de masse. Donc vous voyez, c'est cette déconnexion et puis le double langage du pouvoir qui, lui, a plutôt intérêt à une stratégie de tension. On a l'impression qu'il y a la provocation de la part du pouvoir et que ça n'augure pas de bonnes choses pour la suite. Ça n'augure pas de bonnes choses pour la suite. D'accord ? C'est sûr que si vraiment Emmanuel Macron nous annonce ce soir qu'on va prolonger le temps de travail, qu'on va détricoter les 35 heures, qu'on va allonger la durée légale de départ à la retraite, s'il ne retient que ça, après ces semaines et ces semaines, voire ces mois de débat, on se dit qu'il va avoir besoin d'un traducteur, voire d'un sonotone. D'un autre côté, il avait promis de réformer la France. Donc s'il ne fait rien, on va lui reprocher de ne pas le faire. Il s'est quand même passé quelque chose. C'est lui-même qui a interrompu le temps de la vie politique parce qu'il se passait quelque chose. Certes, ce n'était pas l'immense majorité des Français, mais pourquoi les médias, pourquoi nous tous, les commentateurs, on a arrêté le temps de vie politique sur les gilets jaunes alors que les syndicats continuent à faire des mobilisations bien plus importantes, bien plus conséquentes? Parce que les gilets jaunes sont l'expression d'une colère nouvelle et que cette colère nouvelle doit nous prêter attention et doit prêter attention, à mon avis, à cette majorité. Et c'est ça qui, dans la traduction de ce qui va être annoncé ce soir, on doit tenir compte de ça, de cette expression nouvelle de la colère populaire. Parce que c'est ça qui est attendu aujourd'hui ce soir. Alors, et c'est là où il risque d'y avoir une grande frustration de l'issue de ce grand débat. Peut-être parce qu'on se reprochait de n'avoir pas vu plus tôt le malaise de la France périphérique, même si Christophe Guilluy nous l'avait dit il y a déjà 5 ans. À ce stade, on ne sait pas ce qui va être décidé. Non. La frustration sera effectivement réelle s'il y a des annonces fortes sur se travailler plus, mais il y a aussi un but peut-être politique qu'a bien reflété la dernière enquête IFOP-JDD, où les Français sont très partagés sur l'objectif de travailler davantage, mais les segments qui y sont le plus favorables sont les personnes âgées, qui par définition ne sont plus en activité, et les sympathisants des Républicains et de la République En Marche. On retrouve, comme pour la réforme de la SNCF, comme pour la réforme du droit du travail, pardonnez-moi ce terme, une sorte de sainte alliance entre sympathisants de droite et sympathisants de la République En Marche, ce qui peut, dans une perspective électorale, peut être assez intéressant. Maintenant, dans ce sondage, quand on travaillait sur les différentes modalités, il y avait un effet répulsif et repoussoir sur la suppression d'un jour férié, qui est clairement vu comme la perte d'un acquis social. On se souvient, comme ça avait coûté à Jean-Pierre Raffarin en 2003. Oui, alors il nous reste quelques minutes. Je voudrais parler quand même des européennes donc, qui approchent. Jean-Marie, vous disiez tout à l'heure, ça va être le premier juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron. Son schéma initial, c'était de prendre les électeurs de droite qui étaient notamment allergiques à l'ISF. Une partie de la droite est à nouveau tentée de revenir dans le giron de la droite. On le voit puisque les sondages montrent que, eh bien, en tout cas, il y a un effet à droite, Xavier Bellamy. Quel levier il doit avoir pour aussi garder ces électeurs-là? C'est toute la question et vous l'avez bien dit. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron et ses proches qui passent leur temps à nous dire droite et gauche, ça n'existe plus. Il n'empêche que son positionnement politique est très clair. Il est en effet de rallier un maximum de l'électorat de François Fillon. Et que cette manœuvre avait commencé de porter ses fruits. Et avec un apport qui devenait significatif, à mesure d'ailleurs que le soutien à gauche s'amenuise. Et ce qui se passe en ce moment,
c'est qu'au contraire, la liste de droite reprend des couleurs, sous l'effet peut-être de son leader, peut-être est-ce que c'est une nouvelle façon de crédibiliser une droite, j'allais dire, plus moderne que celle que pouvait incarner François Fillon. En tout cas, reprend un peu d'espace, et donc amenuise, en tout cas, peut rendre caduque complètement le calcul d'Emmanuel Macron. Et donc, moi, ce que j'ai envie de me tourner vers Frédéric pour savoir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on observe ce mouvement de regain à droite qui prive, au fond, qui invalide le calcul politique d'Emmanuel Macron et surtout qui va avoir pour effet immédiat, si ce phénomène se prolonge, de faire passer la République En Marche derrière la liste du Front National, de Rassemblement National et de Marine Le Pen. Donc c'est un enjeu majeur, c'est une bataille décisive, celle-là. Avant que Frédéric réponde, je voudrais juste vous montrer le dernier IFOP hier, le rolling, donc quotidien. Donc La République En Marche, 22%, donc pour les européennes, bien sûr. Le Rassemblement National, 20,5%. La LR, 15%. La France Insoumise, 9%. Europe Écologie Les Verts, 8,5%. Le PS, 6%. 15%, c'est beaucoup. Oui, c'était c'est la première fois dans l'enquête d'hier, et c'est confirmé pour celle qui va être lâchée en fin de journée, que la liste de François-Xavier Bellamy arrive à 15%. Très clairement, c'était votre question, Jean-Marie, il parvient de mieux en mieux à remobiliser les segments traditionnels du peuple de droite. Hier, pour la première fois, symboliquement, à un point, il arrive en tête devant En Marche chez les personnes les plus âgées. Hier, pour la première fois, la part des électeurs Fillon déclarant un vote pour Nathalie Loiseau dès le premier tour, il n'y a qu'un premier tour, au premier tour, passe sous la barre des 20%. Et puis, il y a aussi, je pense, l'équation personnel de François-Xavier Bellamy qui fait oublier un peu l'effet repoussoir que peut avoir auprès de certains électeurs Laurent Wauquiez, quelqu'un qui incarne un certain renouvellement, qui s'inscrit dans une logique de table rase. Il n'est pas comptable ni responsable des 2 années horribles que la droite vient de connaître. Il y a ce côté authentique qui a un discours européen assumé et qui est structuré. Et puis, il faut le dire, on le voit dans nos enquêtes, il y a un mot qui sort à son égard, c'est le mot de bienveillance. Et c'est quelque chose, on peut parler de fraîcheur, qui plaît à une partie du peuple de droite, même si 15%, c'est quand même près de 6 points en dessous du score de l'UMP de 2014, qui n'avait pas été un très bon cru. Mais clairement, s'il y a un début de dynamique dans cette campagne, elle est plutôt du côté François-Xavier Bellamy. Mais est-ce que ça tient à un rejet de Macron ? Cet électorat. Ça va être un vrai enjeu si cette élection va se transformer en référendum anti-Macron, comme ça avait été le cas en 2014 avec une sanction du PS. En tout cas, ce qui est frappant, et y compris visuellement, quand on voit chaque jour effectivement ce rolling, c'est l'éclatement, la division de la gauche et l'état d'anéantissement de la gauche aujourd'hui. Les 4 premiers aujourd'hui. Non, mais pas une liste de gauche aujourd'hui dépasse les 10%. Ouais. C'est quand même surréaliste. Et il y a une incompréhension, voire une irresponsabilité, alors que tout le monde nous explique qu'il faut trouver une alternative pour battre Macron dans de prochaines échéances. Personne aujourd'hui n'est capable de nous dire d'ailleurs pourquoi il y a autant de listes à gauche alors qu'ils racontent après tous la même chose sur la question démocratique, la question sociale, la question écologique. C'est lunaire. Aujourd'hui, les 2 gagnants de cette élection, les 2 gagnants des Gilets jaunes, c'est quand même Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est quand même petite parenthèse, c'est le même schéma en Italie où la gauche est complètement éclatée pour des raisons très personnelles, d'ambition et d'ego personnel, avec comme résultat la politique. L'alliance. Voilà, c'est ce qui nous menace. Alors, on passe à la politique sur les réseaux avec la chronique de Véronique Reissoult, tout de suite. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors justement, on parlait de l'Europe, on va rester sur le sujet européen. Est-ce que ça mobilise les internautes avant de mobiliser les électeurs ? Avant de mobiliser les électeurs, est-ce qu'on en parle ? Alors oui, on parle de l'Europe, on l'a souvent vu ensemble sur les réseaux sociaux, on en parle, mais je me suis posé la question que vous venez de vous poser. Non pas que ce soit un sondage, loin de là, c'est juste est-ce qu'on parle des différentes têtes de liste ? Et donc j'ai regardé sur l'ensemble des têtes de liste. La personne dont on parle le plus, c'est évidemment Madame Loiseau, en premier. Je dis évidemment puisque c'est donc le parti, la liste de la République En Marche. Elle a plus de 45,5% de part de voix. Ça veut dire que sur l'ensemble des messages, de l'ensemble des têtes de liste, elle mobilise presque la moitié des messages. Et puis vient derrière M. Bellamy,
Et monsieur Bardella arrive en 3e, avec des volumes évidemment beaucoup plus petits, mais voilà, c'est l'ordre des volumes. Et donc, on pourrait appeler ça un taux d'intérêt, à défaut de savoir si on va voter pour eux. Alors après, on peut se dire un taux d'intérêt aussi colossal pour Madame Loiseau, c'est bien. La question, c'est de quoi a-t-on parlé cette semaine? Je ne suis pas certain que ce soit formidable pour elle. Vous le savez, elle a donc un passé compliqué qui a été mis à la une et qui a été évidemment fort critiqué, commenté, analysé. C'est surtout la communication voilà. après. Et donc, du coup, je me suis dit, les emojis, cette fois-ci, vont aussi bien simplifier, parce que sur l'ensemble des messages, finalement, on en retient quoi? Eh bien, le bonhomme qui est mort de rire, c'est le plus gros des messages, c'est celui qui est le plus utilisé, et évidemment, c'est pour cette gestion de l'information. Les internautes sont morts de rire en disant, c'est pas possible, quoi. C'est un coup à droite, un coup à gauche, c'est pas très clair. C'est pas très beau. On s'attendait pas au début à ce qu'elle fasse mourir de rire. Non, mais là, elle fait rire, là, sur le coup. Et puis, il y a aussi le personnage qui est un peu dubitatif ou qui a les yeux en l'air en disant, mais c'est quoi cette information? Enfin, pourquoi? Et le point rouge, puisque vous êtes devenu spécialiste des émojis, ça veut dire que c'est important. En fait, plus que ce que l'on peut croire pour les internautes, ce sujet, il est vraiment important, il est grave. Donc, au-delà de la blague qui est sur la gestion de l'information elle-même, ça inquiète les internautes, ça les fait beaucoup parler. Je ne sais pas si ça vous fait autant parler, mais les internautes, c'est un vrai sujet. Alors, une question peut-être à Frédéric. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ça peut donner un petit coup de frein à la liste qui, donc, on l'a vu en tête dans vos rallings quotidiens? En tête de très peu, on est sur une incertitude. Oui. Je ne le pense pas, puisque compte tenu de la faible notoriété de Nathalie Loiseau, même si elle suscite l'intérêt, c'est plutôt, à mon avis, sur l'impact de l'émission de ce soir ou sur l'idée de soutenir ou sanctionner la politique d'Emmanuel Macron que la liste d'En Marche sera impactée. C'est vrai que c'est un mauvais buzz. Je n'ai pas l'impression que ça constitue un acte lourd. Le risque, c'est un éventuel feuilletonnage qui, pour l'instant, s'est un petit peu arrêté. Mais le choix de Nathalie Loiseau, c'est un choix d'Emmanuel Macron. Non. Bon. Oui, donc on verra si c'était le bon choix. C'était la question qui se posait. Alors, il y a un autre sujet donc, qui a créé, en tout cas, l'émoi. Et beaucoup de réactions, c'est le fameux « suicidez-vous » de certains gilets jaunes qui ont crié ça samedi dernier lors d'une manifestation. Et ça, c'est une phrase qui est de « suicidez-vous », donc qui a été dénoncée par l'ensemble de la classe politique et les réseaux sociaux aussi. Et par l'ensemble des internautes, évidemment. Là encore, du coup, j'étais chercher les émojis. Là, il n'y a pas de personnage qui est mort de rire. C'est plutôt des gens qui pleurent, c'est plutôt des gens qui sont en colère, des gens qui sont étonnés. Le personnage qui a la bouche ouverte, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi. Il y en a un petit qui rigole quand même. Il y en a un petit qui est mort de rire. Il est vraiment petit. Il est vraiment petit. On me rassure. Et globalement, tout comme le feu au milieu, les gens disent c'est une formule choc, une formule incompréhensible. Ça a provoqué colère et tristesse. Après, il y a eu quelques tentatives d'explication, la caméra et le policier étant pour ça, qui est en fait un début de tentative d'explication autour des violences policières, mais globalement une énorme incompréhension, au point où même Jérôme Rodriguez, l'un des leaders des Gilets jaunes, avec d'autres leaders, ont publié sur Facebook un très long texte. Alors, je vous ai juste sorti les 2 premiers paragraphes, mais le texte est très très long. C'est un texte qui condamne évidemment largement cette expression, qui affirme son soutien évidemment à la police, mais qui en même temps essaye de comprendre comment en 23 semaines on en est arrivé là, qui en fait dit, bien sûr parle des violences policières et constate de plus en plus effrayé que finalement il y a de France, il y a des populations qui se détestent de plus en plus et que de semaine en semaine on est arrivé à une situation incroyable, jusqu'à des gens qui disent ça, sachant que beaucoup des Gilets jaunes trouvaient la formule drôle. Et donc c'est ça qui est le plus grave, c'est qu'en fait c'était censé pour eux être au 3e ou 4e degré une sorte de blague, et un sens de l'humour plus que compliqué, et qui du coup fait ce long post, fait qu'il se pose des questions en disant comment est-on arrivé à croire que dire quelque chose comme ça pourrait potentiellement être drôle? On est arrivé à un point vraiment extrêmement dur. Donc là du coup, Frédéric, j'imagine que ça va donner aussi un coup dans les ailes du mouvement qui déjà était en train de piquer du nez. Sans doute pas, puisque ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que les Français ont opéré une dissociation entre les actes de violence et les choses absolument inacceptables dont vient de parler Véronique, et les revendications et ce qui sous-tendait cette mobilisation. Maintenant, c'est vrai qu'elle est plutôt en fin de comète, et puis l'approche
l'approche d'un débouché qui est le débouché électoral va sans doute le décliner. Mais bon, vous êtes un peu optimiste. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. J'entends que ce sont des références, des hypothèses. Mais maintenant, quand même des événements ce week-end, notamment le 24, qui est une mobilisation assez globale qui est prévue avec les Gilets jaunes, les syndicats, les associations. Il y a le 1er mai qui arrive quand même très vite. C'est les 1 an de la contre-escarpe, l'affaire Benalla qui démarre. C'est beaucoup de choses qui peuvent faire monter la tension. À suivre. Merci à tous. Donc, on attend la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui doit commencer à 18h. Merci à tous, merci à Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Enfin, à bientôt là. Vous savez quel est le premier sujet ?